second invité, Godefroy de Calataï, professeur en islamologie et chercheur en histoire des sciences à l'UC Louvain. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Et lauréat du prix quinquennal 2025 du FNRS en sciences humaines. Un prix, on l'a dit, prestigieux. Alors, le jeune de Calataï, est-ce qu'il avait déjà la tête dans les langues anciennes et dans le passé ou pas du tout ? On peut dire que oui, tout à fait. Oui, je pense que, en fait, j'ai un parcours finalement assez linéaire. Oui. Donc, j'ai toujours eu une passion. Je suis curieux de nature, ça c'est une première chose. Oui. J'ai une passion, très vite, j'ai eu une passion pour les langues en général et les langues anciennes en particulier. Ça m'a conduit à faire évidemment les latins grecs dans les secondaires et puis à poursuivre en philologie classique et puis en philologie histoire orientale à l'université. Et par ailleurs, à l'adolescence, là aussi, autre passion m'est venue, c'est l'astronomie. Donc j'avais mon petit télescope et j'essayais d'observer tout ce que je pouvais. La tête dans les étoiles. Oui, oui, absolument. Les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne, etc. Et ça me faisait véritablement rêver. Et donc, quand à l'université, il s'est agi de faire mon mémoire, je l'ai naturellement voulu, en groupant un peu tout ça. Et j'ai choisi comme sujet le thème de la grande année, les grands cycles astronomiques, une conception cyclique du temps naturellement, selon laquelle, après de grandes périodes de temps, l'ensemble des planètes qui tournent avec des orbites variées sont censées revenir en alignement. Donc Platon est le premier auteur, indiscutable. Et j'ai poursuivi la recherche et l'étude de ce concept dans d'autres... Un peu d'ambiance familiale quand même, aussi très favorable. Oui, certainement. Donc, mais je serai toujours reconnaissant à mes parents de nous avoir, j'ai eu 2 frères, nous avoir laissé faire vraiment des études qui, a priori... passion. Voilà, des études qui sont là pour la passion. Alors, si on veut résumer l'ADN de votre recherche fondamentale, c'est le rôle fondamental des savants musulmans dans la transmission des savoirs antiques. Oui, c'est exact. Donc effectivement, c'est l'histoire des sciences et de la philosophie qui m'intéresse. Le périmètre est celui du monde arabo-musulman, c'est quand même déjà assez vaste. Plus, effectivement, toutes les connexions avec le savoir antique, la philosophie grecque, Platon, justement, dont je viens de parler. Et revues par les savants musulmans. Revues par les savants musulmans, et des connexions aussi avec le Moyen-Âge latin, et puis aussi, bien entendu, le monde arabo-musulman, c'est très vaste, ça veut dire aussi des connexions avec le monde perse, le monde indien, etc. Alors, cette recherche fondamentale, question crue, elle apporte quoi aujourd'hui, la vôtre ? Je pense que l'idée, c'est quand même d'ouvrir un peu les yeux des gens sur l'importance historique du monde arabo-musulman dans la transmission des savoirs. C'est quelque chose qui est encore extraordinairement peu étudié, vraiment bien négligé jusqu'à présent. Et ça, s'il y avait moyen, grâce au projet que je développe moi et aussi avec des collègues, puisque maintenant je suis embarqué dans un projet de synergie, s'il y avait moyen de sensibiliser les gens à ça, ce serait quelque chose qui serait très valorisant. Oui, parce qu'on ignore finalement que la pensée grecque est revenue par le monde arabo-musulman. Pour une bonne partie, certainement, oui. Alors, vous avez étudié l'épître des frères de la pureté, ça date du épîtres. Du Xe siècle, et on voit qu'il n'y a pas de hiatus entre Aristote et eux. Est-ce qu'on pourrait dire, alors c'est un peu étonnant, que c'est un peu une sorte de philosophie des Lumières avant la lettre ? Eh bien, j'aime bien votre expression. Je ne la connaissais pas, je trouve... Enfin, je veux dire, pour qualifier mes auteurs, je n'y avais pas songé, et je trouve qu'elle est bien frappée. Oui, je pense, tout à fait. Donc, on a affaire à un groupe de philosophes qui ont écrit dans la clandestinité. Musulmans, anonymes, probablement chiites. On ne saura jamais très bien qui ils étaient réellement. Mais ils ont conçu une encyclopédie sur tous les domaines du savoir, avec une extraordinaire ouverture d'esprit. Et donc, ils ont, comme lemme ou quelque chose comme ça, ils disent quelque part qu'ils ne sont adversaires d'aucun livre, d'aucune doctrine, et qu'ils ne sont fanatisés par rien. Eux, c'est véritablement la volonté de comprendre le monde dans sa globalité. Donc, c'est une belle... Alors, c'est ça, moi, que j'ai appris en étudiant votre dossier, c'est que
ces frères-là étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus universalistes que pas mal de théologiens ou de penseurs aujourd'hui. Oui, mais ça, sans conteste. Oui, vous dites sans conteste, vous, parce que vous êtes dedans. Effectivement, c'est une encyclopédie qui va chercher dans toute une série de sources, évidemment les sources de la philosophie et des sciences grecques, mais aussi du savoir venu d'Inde, de la Perse, et qui essaye aussi évidemment de réconcilier tout ça avec, ce sont quand même des musulmans, avec le message du Coran. Donc plutôt que de dire, de mettre en opposition ces deux mondes, eux et d'autres philosophes vont dire non, en fait ce sont deux voies d'interprétation qui sont finalement fondamentalement, qui se rejoignent. Celle de la religion et du Coran d'une part, et celle de la philosophie rationnelle d'autre part. Tous ces textes, vous les étudiez dans la langue, vous avez la connaissance de toutes ces langues anciennes, couramment ou bien... De manière passive, bien, c'est ça qui, pour la recherche, est important. Oui, bien entendu. Donc ça veut dire pouvoir lire... Il faut évidemment lire les textes dans la langue originelle. Donc j'avais étudié le latin et le grec, j'ai étudié l'arabe, j'ai quelques notions de persan. Donc oui, bien entendu. Et le grec, vous le traduisez encore à vue ? J'ai un peu perdu le rythme, mais je suis toujours capable, quand il s'agit d'interpréter un texte, de remonter à l'original grec et de bien voir que la traduction... Alors, on l'a dit, un prix quinquennal, un prix prestigieux, et aussi un projet européen prestigieux sur lequel vous avez travaillé, Synergie, avec 4 chefs d'équipe européens et même américains, je crois. Alors, plongez, alors là, écoutez bien le sujet, plongez dans les sciences dites occultes. Absolument. Alors, les sciences occultes, ça fait penser aux alchimies, etc. Mais vous, c'est rationalité et invisible. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut un peu démystifier effectivement l'appellation sciences occultes, c'est pseudo-sciences, etc. C'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que à l'époque dont on parle, historiquement, par sciences occultes, on entendait des sciences qui extrapolaient du visible vers l'invisible et qui cherchaient à prendre au sérieux les interactions entre la matière et l'esprit. Entre nous, pas mal de sciences aujourd'hui considérées comme tout à fait fondamentales et sûres, etc., ne font pas tellement autre chose. Vous pensez à quoi que ça. Physique quantique ? L'astrophysique, par exemple. Ça consiste aussi à extrapoler depuis le visible vers l'invisible. Donc voilà. Et donc, maintenant, indépendant, parce qu'effectivement, on va étudier des sciences comme l'astrologie, l'alchimie, la magie, la divination, indépendamment du fait que ces sciences correspondent à ce qu'on appelle la vérité scientifique ou non, ce qui nous intéresse plus, c'est la démarche. Et ce qui nous intéresse d'une manière globale, c'est aussi justement d'étudier les polémiques, parce qu'il y a évidemment eu des détracteurs et des gens. Mais par ailleurs, on s'aperçoit, et moi je me suis beaucoup intéressé à la classification des sciences, que ces sciences ont toujours été considérées dans le monde arabo-musulman comme tout à fait fondamentales. Elles n'étaient pas du tout marginalisées et elles étaient aussi sponsorisées par les souverains les plus grands, qui souvent étaient de férus croyants dans l'astrologie, par exemple. Et ce qui est important, on ne pourrait pas, je pense, expliquer la politique de quelqu'un comme Mansour, le calife qui a fondé la ville de Bagdad, ou quelqu'un comme Soliman à l'époque ottomane, si on perdait cette dimension. L'astrologie, ils y croyaient dur comme fer, et ça a eu beaucoup d'impact sur le règne. Donc, ça aussi, c'est intéressant à étudier. Alors, dites-moi, le numérique et l'intelligence artificielle, j'imagine que ça va révolutionner votre recherche et la manière de travailler. Dans 5 à 10 ans, vous ne serez plus jamais dans les bibliothèques. Le mouvement va effectivement très très vite. Et il y a quelques années, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit oui, mais on garde toujours une grande longueur d'avance parce que nous sommes capables d'aller chercher les manuscrits, d'aller les déchiffrer dans les écritures les plus complexes. Mais l'intelligence artificielle a fait de tels progrès que même ça, peut-être, effectivement, va être plus compliqué à gérer. Ceci dit, il y aura toujours... On aura toujours besoin de l'humain pour savoir comment orienter la recherche, comment véritablement synthétiser les résultats, etc. Mais oui, effectivement, le progrès est assez foudroyant. Alors, quand je vous ai rencontré pour préparer l'émission, vous m'avez dit, l'expression m'a frappé, je suis béni. Vous êtes vraiment l'exemple du chercheur heureux qui a finalement fait de sa passion son boulot.
24 heures sur 24. Absolument. Donc effectivement, je ne vais pas me contredire, je maintiens, je suis béni. Oui, effectivement. Vous voyez par exemple ces projets européens que j'ai eu la chance, peut-être pas seulement la chance d'obtenir, il y a 20 ans, ils n'existaient pas. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être une question de chance, mais il y a aussi une volonté de se mettre dans les conditions pour provoquer la chance. Mais effectivement, le parcours... Voilà, je ne vais pas me plaindre du parcours. Vous étiez un chercheur solitaire. Là, maintenant, vous allez être un chercheur qui va travailler avec les autres. C'est déjà au présent, parce que ce nouveau projet vient de démarrer il y a quelques mois. Et je dois dire que c'est probablement ce qui me réjouit le plus, au-delà des satisfactions de développer sa recherche, le fait de le faire en groupe et dans le cadre vraiment d'un projet qui s'appelle Synergie, c'est quand même pas... Et de voir que cette synergie fonctionne tellement bien depuis quelques mois avec ces nouveaux chercheurs qu'on vient d'engager, c'est quelque chose d'extrêmement exaltant. Est-ce que parfois, quand même, il y a des chocs des idées, comme toujours entre les chercheurs? C'est à espérer. Vous restez polissé. C'est à espérer. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. On s'entend simplement très bien et on va dans la même voie. Mais le jour où il y en a, on verra bien que ce sera sans doute un enrichissement au final. Merci en tout cas d'avoir été mon invité et encore bravo pour ce prix quinquennal du FNRS qui est un peu, il faut le dire, un petit Nobel belge. D'ailleurs, 75 000 €, c'est quand même une belle récompense. Merci. Vous pourrez revoir bien entendu toutes ces émissions sur les sites de la Libre Belgique, de l'ADH et de l'Avenir et puis aussi bien sûr sur LN24. Bonne semaine, à mercredi prochain.